Ok, on me demande souvent ma recette de macarons, donc je vais essayer de vous expliquer comment je procède après plusieurs années d'essai. Donc je précise que je ne suis pas du tout un professionnel de la pâtisserie, je fais ça pour le plaisir, pour un peu le côté défi. Il faut savoir que c'est une pâtisserie qui est en effet un défi, donc il va nous falloir de la rigueur et un certain matériel. Il faut savoir également, je vais y revenir par la suite, que le macaron dans son élaboration déteste l'humidité, donc il va falloir être très rigoureux sur ce point. Pour le moment également, je vais ne parler que de la recette des coques de macarons. Les fourrages, c'est somme toute assez simple. C'est vraiment la coque du macaron qui est assez compliquée à faire. Donc pour faire ces coques de macarons, je commence par partir de 125 g de blanc d'œuf. Donc attention à avoir un minimum de rigueur dans la pesée. 125, c'est pas 130, ou alors on fait une règle de 3, d'une part. Autre point important, on ne peut pas faire un mélange correct avec trop peu ou trop de blanc. Donc on peut faire 100 g au lieu de 125, on fait notre règle de 3 pour le reste, mais globalement, on va partir un peu de ce volume-là. Plusieurs points importants pour les blancs. On utilise si possible des œufs qui ne seront pas trop frais. Et on va clarifier nos œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes, plusieurs jours avant de les utiliser. Je dirais 2 à 3 jours avant. Moi ensuite je mets donc un film alimentaire au-dessus de mon bol et je les laisse dans un endroit frais, même pas au frigo. Ça se conserve très bien les blancs. Si vous voulez malgré tout les mettre au frigo, attention à ce que le film soit bien hermétique pour qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre. Et on sortira à ce moment-là les blancs plusieurs heures avant de les utiliser pour être sûr de les avoir vraiment à température ambiante. Pour ma part, je n'utilise plus de blancs issus d'œufs complets, j'utilise des blancs liquides. C'est pas une question de fainéantise, c'est simplement pour avoir un taux d'humidité plus constant, sachant que dans les œufs complets, je me suis aperçu que voilà, l'humidité des blancs était assez fluctuante et ça pose des problèmes après pour le temps de croûtage. Ça, j'y reviendrai ensuite quand on sera à cette étape. Donc, je vais verser mes blancs dans le bol, dans un bol de batteur, dans un cul de poule, dans un saladier, dans ce que vous voulez. On peut très bien utiliser un batteur basique. Et on va adjoindre une pincée de sel. Ensuite, il va me falloir 100 g de sucre en poudre. Si on voulait colorer nos coques, donc il nous faudrait également une pointe de couteau de colorant en poudre, surtout pas de colorant liquide étant donné qu'on veille à ne pas apporter d'humidité. Autre point également, hélas, il va nous falloir du colorant chimique. Pour l'instant, moi, je n'ai pas réussi à trouver de colorant bio qui apportait une couleur qui tenait bien à la cuisson. Ensuite, on va préparer ce qu'on appelle communément en cuisine le temps pour temps, sachant que c'est un terme générique qui ne veut pas dire qu'on met des valeurs égales. Donc moi, j'utilise 220 g de sucre glace que je vais mettre dans le bas du bol d'un mixeur et 140 g de poudre d'amande. Quelques points importants. Sucre glace, poudre d'amande sont stockés dans des emballages qui sont bien hermétiques, donc des sacs plastiques qu'on referme, des sachets plastiques qu'on referme correctement après utilisation, encore une fois pour ne pas amener d'humidité dans notre mélange. Chose à savoir également, les poudres d'amande qu'on trouve dans le commerce sont de qualité très variable. Il nous faut une poudre qui soit la plus fine possible et
la plus pure possible. Enfin, je dirais globalement, il ne nous faut pas de morceaux de peau qu'on peut trouver dans certains emballages du commerce. Donc attention à la choisir correctement. C'est assez facile, s'agissant de sachets souples, on arrive souvent à voir facilement comment elle se présente. Donc on cherche de la finesse et de la propreté. Ensuite, il va nous falloir une maryse bien rigide. Puis, personnellement, j'utilise des plaques en alu perforé pour la cuisson. C'est juste pour certains côtés pratique parce que je fais plusieurs fournées. On pourrait très bien faire ça avec les lèches frites du four qui sont un peu plus encombrantes, mais ça marche parfaitement. Par contre, pour le four, clairement, il faut un four qui a un bon fonctionnement en chaleur tournante. Si la chaleur n'est pas bien homogène dans le four, on va se retrouver avec des macarons trop cuits dans le fond, pas assez cuits en bordure. Donc un bon four à chaleur tournante ou encore mieux à chaleur pulsée, c'est un point nécessaire. Ensuite, je vais pocher donc mon appareil, c'est-à-dire le mélange que j'ai préparé pour faire ces macarons, sur des feuilles de papier cuisson, du papier cuisson tout bête, que je découpe au format de mes plaques. Attention à viser juste, pas de rebord à l'intérieur de la plaque, pas de partie volante qui va bouger avec la chaleur tournante. On veille à ce que notre format de feuille se tienne bien à plat dans notre plaque. On n'utilisera pas de tapis silicone avec des empreintes ou des choses comme ça. Ça ne marche pas très bien. On obtient rarement des belles coques avec ce genre de dispositif. Qui plus est, c'est pas donné. Donc autant s'en passer. Par contre, pour ma part, en fait, j'ai ceci que m'a fait mon fils il y a un moment avec des ronds pas super nets, mais ce dispositif, ce gabarit, me permet de disposer mes macarons lorsque je poche de façon espacée et en visant à peu près le diamètre. C'est bien pratique. Donc ensuite, on va utiliser une poche, donc surtout pas de dispositifs qu'on trouve dans les kits avec des systèmes un peu à souffler, réutilisables, tout ça, ça marche très mal. Une vraie poche professionnelle, voilà, ça se trouve facilement. Il va nous falloir une douille ronde d'un diamètre qui est compris entre 6 et 9 mm. Voilà. Donc on va couper le bout de notre poche plastique. On met notre douille. On enfonce du plastique de la poche dans la douille pour former un bouchon. Et ensuite on se trouve un dispositif, le mien manque un peu de volume, mais qui va nous permettre, voilà, de remplir correctement notre poche à douille. Première étape, on va passer donc au mixeur notre mélange sucre glace et poudre d'amande. Comme notre poudre d'amande est déjà assez fine, le but c'est pas de réduire sa granulométrie, mais simplement le passage au mixeur va nous permettre de parfaitement bien mélanger la poudre d'amande et le sucre glace. Un point important, on va mixer, mais pas trop longtemps, parce que si on laisse trop longtemps la poudre d'amande dans le mixeur, elle va chauffer, et une poudre d'amande qui chauffe, eh bien, rend de l'huile. Et naturellement, encore une fois, pour l'humidité, c'est pas conseillé. Donc pour ma part, voilà ce que je fais. Je fais tourner quelques secondes. Voilà, un premier mélange. Je passe un coup de couteau
couteau pour aller décoller ce qui se colle souvent proche de la paroi. Et c'est terminé. Voilà, on a un mélange parfaitement homogène entre les deux ingrédients. Deuxième étape, on va donc monter nos blancs en neige et les serrer, c'est le terme consacré en pâtisserie, avec du sucre. Donc on part à une vitesse plutôt moyenne. On va d'abord attendre que ça mousse un peu. Là, on réduit la vitesse au minimum pour ne pas projeter partout. Et là, j'ajoute à peu près un tiers du sucre. Et si j'avais ajouté du colorant, je le mettrais maintenant. On retourne à notre vitesse moyenne. On peut augmenter un peu, voilà. Et là, on va laisser tourner quand même un petit moment. Donc un des pièges à éviter pour la montée des blancs en neige, ça c'est valable pour plein de recettes, on ne part pas tout de suite à la vitesse maximale pour permettre à l'air de s'incorporer correctement dans les blancs, ce qui va nous former justement la neige. Si on monte tout de suite trop haut en vitesse, on va obtenir un mélange qui sera bien ferme mais qui sera peu aéré et donc qui va retomber. Donc là, on s'aperçoit que voilà, je commence à avoir des vagues qui se forment dans le mélange. Je réduis à nouveau ma vitesse. J'ajoute mon deuxième tiers. Et je vais monter encore un peu plus. Mon mélange commence à devenir bien brillant à la lumière. Et donc, on voit qu'il est de plus en plus ferme. Ça se passe plutôt pas mal. Je réduis une nouvelle fois. Je verse le reste de sucre. Je mets mon batteur à fond. Je fais encore tourner 15 à 20 secondes. Et là, je vais regarder. Et là, voilà, typiquement, on doit obtenir ceci, ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Donc, un mélange qui soit ferme, ça se tient bien et au fouet et à la cuve, et on obtient, voilà, ces becs d'oiseau, voilà, typiquement ce que je viens de former ici. On va ensuite attaquer une étape qui est la première étape compliquée pour la préparation des macarons et qui s'appelle justement le macaronnage, c'est-à-dire on va incorporer notre temps pour temps, notre mélange sucre-glace poudre d'amande dans les blancs d'œufs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, dans un premier temps, il ne faut pas briser les blancs. Par contre, on verra que par la suite, c'est ce que j'ai mis longtemps à comprendre, il va quand même falloir qu'on le fasse. Une chose à la fois, donc voilà comment je procède. Je vais verser à peu près, c'est vraiment grossièrement, la moitié de mon mélange dans mon bol. Le principe du macaronnage, c'est d'aller chercher dans le fond, de remonter et de replonger vers le milieu. Donc voilà, je redescends. Je vais chercher le fond, je redescends. Je vais chercher le fond, je redescends. Je vais chercher le fond, je redescends. Donc, pour ce premier mélange, on ne va pas chercher une incorporation parfaite, loin s'en faut. Voilà, là, on est tout à fait bien. Je verse
ma deuxième moitié de mélange. On fait attention, bien sûr, de bien tout récupérer, sinon ça fausserait nos mesures. Donc, à nouveau, on va refaire cette opération, mais cette fois-ci, jusqu'à vraiment obtenir un mélange bien homogène. Là, en fait, voilà pourquoi la maryse a son importance. C'est quand même, on a un mélange qui est un tant soit peu pâteux. Donc, si vous avez une maryse trop souple, on n'arrive pas à soulever ce mélange et on n'arrive pas à macaronner correctement. Donc là, je commence à avoir quelque chose d'assez homogène. Je vais aller à chaque fois racler dans le fond pour aller chercher mes produits. Voilà, j'ai quelque chose qui est conforme à ce que je cherche dans cette première étape de macaronnage. Mes blancs sont pas retombés, mon mélange est homogène. Par contre, voilà, j'ai ce mélange un peu mousseux et très pâteux. Avec ça, on n'arrive absolument à rien. Donc là, maintenant que ça s'est obtenu, eh bien, on va en fait battre notre mélange pour maintenant justement casser cette mousse. Et on va faire ceci jusqu'à ce que le mélange soit suffisamment liquide pour former un ruban lorsqu'il va tomber de la maryse. Mais on n'ira surtout pas plus loin. Donc là, il faut y aller prudemment et savoir s'arrêter au bon moment. Donc voilà, là, je commence à avoir un ruban, mais il se casse. Donc ça veut dire que mon mélange n'est pas encore assez fluide. Donc là, je commence à avoir quelque chose de plus intéressant. On pourrait très bien l'utiliser en l'état, simplement on obtiendrait lors du pochage sans doute des petites formes irrégulières au sommet des coques qui sont pas très esthétiques et qui après sont très pénibles quand on met le fourrage dans les coques. Donc là, à la limite, on laisse un peu poser. Voilà, typiquement, j'ai ce ruban qui coule en continu, à peu près. Hein. Bon, là, j'en avais plus sur la maryse. Mais voilà ce qu'il faut chercher à obtenir. Donc, maintenant qu'on a obtenu une consistance qui nous va bien, on va verser notre appareil dans la poche à douille. Puis on va attaquer la deuxième phase un peu compliquée pour ces macarons, qui va donc être le pochage. Donc je vais vous expliquer globalement les bases, mais très clairement, là, ça demande juste de l'entraînement. Il faut savoir que si vous ratez votre pochage, normalement, ça n'a pas tellement d'influence sur la réussite du macaron en termes de goût.
ça va plus être sur l'esthétique que va se ressentir. Petit truc, moi pour ma part, voilà, j'utilise le dos d'un couteau à bourron pour aller pousser mon mélange dans ma poche. Voilà. Donc pour ma part, alors il y a plusieurs écoles, hein. Pour ma part, je suis droitier. Je vais serrer ma poche dans la main gauche et je vais, voilà, placer, utiliser ma main droite pour tenir la douille. On se déplace vers le gabarit. Notre feuille de papier cuisson qui a été disposée et c'est parti. Je vais donner quelques explications avant de pocher. Je vise à placer ma douille entre 5 mm et 1 cm de la feuille de papier cuisson. Je vise le centre de l'empreinte que je veux remplir et surtout, je vais être perpendiculaire à la surface de ma feuille de papier cuisson. C'est parti. Donc voilà, à chaque fois j'appuie sur la poche avec ma main gauche. Voilà, là j'arrête d'appuyer et ça bouge un peu, c'est pas grave. Celle-ci sera un peu ratée. Mais voilà, le geste à avoir globalement, c'est celui-ci. On dégage d'un coup sec notre douille. Et là, on voit déjà sur les premiers macarons que j'ai posés que ma forme se lisse d'elle-même. Si mon mélange avait été plus épais, eh bien, le petit téton qu'on voit au sommet ne se résorberait pas et on obtiendrait donc des coques avec ce téton, pas super esthétique et surtout très très pénible lorsqu'il s'agit de les remplir avec un fourrage quelconque. Voilà, on prend notre poche, on la met à la verticale dans notre récipient. Une autre étape très importante, on va prendre notre plaque, attention aux oreilles, et on fait ceci. Une ou deux fois. Ça a pour but de faire remonter les bulles d'air qui sont à l'intérieur des coques. Donc, principalement au début, ce que je peux vous conseiller pour vous habituer, pour chercher un peu votre propre process qui peut être conditionné principalement par votre four, c'est vous prenez un feutre indélébile et là vous allez noter l'heure de l'obtention de cette première feuille. Ça va nous guider ensuite pour l'étape du croûtage. Donc, on va maintenant laisser poser nos coques de macarons pour les laisser croûter. Cette opération donc, vise, comme son nom l'indique, à laisser sécher un peu le sommet de la coque. C'est la grosse difficulté parce que selon l'humidité ambiante et l'humidité des blancs, ce temps peut être plus ou moins variable. Je dirais que pour ma part, globalement, alors il m'arrive un peu des fois de faire des essais, mais lorsque j'utilise des blancs liquides, mon temps de croûtage il est entre un quart d'heure et une demi-heure. Lorsque je pars de complet, là le temps de croûtage va être plus long et je vais laisser croûter plutôt entre une demi-heure et une heure. On s'aperçoit donc qu'au bout d'un moment, le sommet de la coque tend à se tendre
et que ça tient un peu, voilà, sur la feuille. On fera préchauffer notre four un bon moment, enfin convenablement du moins, avant d'enfourner, étant donné qu'on va viser vraiment à avoir une chaleur bien établie. Pour ma part également, je préchauffe mon four avec les plaques métalliques. Ça me permet d'avoir, entre les fournées, un résultat identique pour avoir toujours les plaques chaudes quand j'enchaîne mes cuissons. Pour la cuisson de mes coques de macarons, donc bien sûr, j'utilise le mode chaleur tournante de mon four. Pour info, c'est un Bosch, hein, si vous pouvez faire des équivalences par rapport au vôtre. J'ai un temps de cuisson qui est précisément de 16 minutes. C'est très précis. J'expliquerai à la fin de la cuisson ce que je cherche à obtenir lors de la cuisson. Donc, ma température, c'est 130 degrés. Et je dirais, au bout de 4, 5, 6 minutes de cuisson, on peut déjà un peu, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir grand chose à travers la vitre du four, mais on peut déjà se dire que les jeux sont faits. On doit déjà commencer à avoir une coque qui se forme correctement, un macaron qui n'explose pas. Si ça explose un peu de l'intérieur, c'est que de l'humidité a cherché à s'en échapper. Donc ça, voilà, c'est le signe d'ingrédients et surtout de blanc trop humide ou d'un temps de croûtage qui n'aura pas été assez important. Par contre, si les macarons se mettaient à monter de travers, et bien là, ça veut dire que la base du macaron a du mal à pousser la croûte qui devient trop épaisse. Donc là, ça plaide plutôt pour un temps de croûtage qui est trop important. Donc voilà, notre cuisson est terminée. Le résultat est plutôt satisfaisant. On va donc maintenant sortir les macarons, les coques plutôt. On va déposer nos feuilles sur une surface plutôt lisse et plutôt froide. Voilà. J'ai bâclé un peu le pochage à la douille, donc on voit qu'on a des résultats un peu disparates en termes de forme. Donc voilà pourquoi il faut absolument veiller à s'entraîner et à faire ça soigneusement. Chose intéressante, donc, et d'où l'idée de ne pas utiliser de colorant pour les premiers essais. Voilà typiquement la couleur qu'on va chercher à obtenir, c'est-à-dire une couleur qui soit pas trop dénaturée par la cuisson. On voit qu'on a une légère coloration, mais pas trop. C'est également un bon indicateur de la performance du four. On s'aperçoit que ici, on a bien une couleur qui est parfaitement homogène sur toutes les zones de nos papiers cuisson. Voilà. Pour jauger, donc ça c'est des éléments qui vont permettre de jauger la température. Pour le temps de cuisson, ce qu'il faut veiller à obtenir, c'est, je vais pas le faire de suite parce qu'ils sortent à l'instant du four, mais lorsqu'ils seront bien refroidis, nos coques doivent se décoller proprement du papier, ne rien laisser sur le papier, et d'ailleurs on pourra le réutiliser sur l'autre face pour une prochaine cuisson. C'est vraiment le bon indicateur d'un temps de cuisson correct. Par contre, si on se mettait à cuire trop longtemps, bien sûr, il se décollerait sans problème, mais il serait sans doute plus brun. L'autre test qui nous permet de jauger le bon temps de cuisson,
ça va être la texture du macaron après la cuisson. On doit avoir, après la cuisson, un macaron qui soit assez dur et craquant. Simplement parce que quand on va appliquer dedans le fourrage, lui, va communiquer de l'humidité dans la coque. Et là, on obtiendra quelque chose d'intéressant avec une croûte extérieure craquante, mais un intérieur moelleux, ce qu'on cherche en effet dans un macaron. Point important, donc ce que je fais moi, mes coques, je les laisse refroidir. Ensuite, je vais les garnir avec du fourrage et je les place dans une boîte non fermée que je vais laisser, on va dire globalement 24 heures au frigo. C'est dommage, mais un macaron, ça ne se consomme pas tout de suite. Il faut que le fourrage, justement, imprègne et communique de l'humidité à la coque. Voilà, je dirais, vous savez globalement tout. Je peux quand même essayer d'en décoller un et on s'aperçoit que voilà, c'est déjà plutôt sympathique. Pas de traces sur mon papier cuisson. La coque est bien formée. Il n'y a pas de souci. On a quelque chose, globalement, qui est réussi. Voilà. Eh bien, bonne chance à tous.